Pour des militants de gauche ou issus des mouvements sociaux, la situation vénézuélienne est à la fois un gros sujet de préoccupation et un vrai crève-cœur. Hugo Chavez a été élu en 1999 et il a accompagné l'émergence du mouvement altermondialiste, des forums sociaux. Il a été le premier des dirigeants latino-américains à rompre avec le néolibéralisme et à s'inscrire dans toute cette lignée de ce qu'on a appelé les gouvernements progressistes en Amérique latine, avec Lula au Brésil, Evo Morales en Bolivie ou Rafael Correa en Équateur. Et aujourd'hui, la crise du Venezuela montre l'impasse et les difficultés de ce modèle. Alors, à l'évidence, le risque, il est même supérieur à l'impasse actuelle et aux difficultés du modèle, parce qu'on voit bien qu'avec l'autoproclamation de Guaido comme président en exercice, et surtout la reconnaissance par les États-Unis, le Canada, plusieurs pays latino-américains, et maintenant beaucoup de pays de l'Union européenne, dont la France, de ce nouveau président, les risques d'une guerre civile sont évidemment là. Alors, pour nous qui sommes de gauche, je pense qu'il faut faire deux choses à la fois. À la fois, appeler à une solution pacifique, donc il y a une solution démocratique avec des élections à la crise actuelle. Mettre en place un nouveau gouvernement contre Maduro, dans la situation actuelle, ne peut qu'exacerber les crises et les tensions et produire des violences qui pourraient conduire à une guerre civile. C'est donc par une sortie politique qu'il faut passer. Il faut donc appuyer des tentatives comme celle de l'Uruguay, par exemple, ou du Mexique, qui essayent de voir comment une solution pacifique basée sur des élections démocratiques pourrait permettre de sortir de la crise actuelle. Mais de façon plus profonde, et je pense que pour nous tous, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, il faut comprendre pourquoi le modèle vénézuélien n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui cette impasse, cette situation de crise sociale absolument terrible, avec plus de 2 millions d'émigrés, alors que le Venezuela était un pays d'immigration, dans lequel venaient beaucoup de personnes issues d'autres pays latino-américains. Pourquoi est-ce qu'on a une situation d'effondrement de l'économie, de montée de la famine et de tensions politiques évidemment très fortes. Alors il faut revenir d'une certaine façon au tout début du processus bolivarien, après la victoire de Chavez. Chavez a été élu, Hugo Chavez, en 1999, il prend son mandat en 2000. Au début, ce n'est pas une rupture très nette avec ni les États-Unis, ni le néolibéralisme. Il y a évidemment une bataille importante pour Chavez sur laquelle il va rencontrer le mouvement altermondialiste, c'est le refus de la zone de libre-échange des Amériques, qui a été actée d'une certaine façon à Québec en 2000, début 2000, et qui est la deuxième des victoires du mouvement altermondialiste, après celle de Seattle, où l'OMC avait été paralysé quelques mois auparavant, en décembre 1999. Ça a été d'une certaine façon l'entrée de Chavez dans la résistance à la puissance américaine et au néolibéralisme. Mais les politiques qu'il a mis en place au Venezuela n'ont pas été des politiques de rupture très radicales. C'est en avril 2002 que les choses changent. En avril 2002, on a un coup d'État qui est soutenu par l'opposition de droite, une opposition qui n'a jamais accepté la victoire de Chavez et qui s'accomplit par le biais d'une partie de l'armée qui renverse Chavez. Chavez réussit à renverser la situation, je ne rentre pas dans les détails de la façon dont il va gagner d'une certaine façon contre les putschistes, mais ça va avoir pour lui deux conséquences. La première, c'est une radicalisation politique du régime, avec l'appel aux Cubains pour des fonctions comme des médecins ou d'autres fonctions sociales et d'aide que la Cuba peut apporter au pays, et puis aussi une radicalisation interne avec la mise en place de comités de citoyens, avec la mise en place de coopératives, avec une politique à la fois sur le plan international et sur le plan intérieur qui est une rupture nette avec le néolibéralisme, la nationalisation du secteur pétrolier, bref, toute une série de choses qui vont d'une certaine façon dans le bon sens. Mais en même temps, pour garantir son pouvoir, il va donner une importance énorme à un groupe de généraux qui sont ceux qui l'ont soutenu pendant le putsch, et il va promouvoir des colonels ou des officiers de rang inférieur qui lui étaient fidèles au rang de colonels puis de généraux, ce qui est d'une certaine façon une garantie pour ces généraux de puiser dans la caisse. Et on va voir l'émergence dès 2002, donc c'est très tôt dans le processus, de ce que certains appellent la bolibourgeoisie, qui sont cette nouvelle classe sociale de gens qui ne viennent pas de la bourgeoisie traditionnelle espagnole au sens blanche du terme qui domine le pays depuis maintenant des siècles et des siècles, mais qui viennent souvent de milieux métis comme Hugo Chavez lui-même et qui s'enrichissent massivement grâce aux prébendes que le pouvoir chavéziste lui permet de récupérer. Et donc on a ce processus combiné à partir de 2002 qui est compliqué parce que d'un côté il est plus radical, de l'autre c'est le début de la pente de la corruption qui va pourrir complètement le pays à tous les niveaux. Le deuxième tournant, ça va être 2007. De 2002 à 2007, il y a plusieurs éléments politiques qu'il faudrait discuter, mais ce n'est pas l'objet de cette courte vidéo. En 2007, Hugo Chavez, qui a déjà fait 2 mandats, veut en faire un 3e. Or, la constitution bolivarienne, la constitution vénézuélienne, ne lui permettait
n'était pas ni l'initiale, celle qu'il a connue en 2000, ni la première réforme qu'il avait lui-même soutenue et qui limitait à 2 mandats, comme aux États-Unis et en France, la possibilité de se présenter. Il fait son référendum et il le perd en 2007 parce que les couches moyennes commencent à se détacher de lui à cause d'un certain autoritarisme, aussi à cause de méthodes, les longs speeches à la télévision qui exaspèrent beaucoup de gens, et puis un tout petit peu de problèmes sociaux qui peuvent commencer à arriver. Mais la situation va dégénérer beaucoup plus tard. Après la mort de Chavez en 2013, c'est Nicolás Maduro qui prend le pouvoir, qui est élu, mais de façon très ric-rac, hein, et qui va se retrouver confronté à la baisse du prix du pétrole, qui avait assuré d'une certaine façon par sa hausse. Le prix du pétrole a été jusqu'à $100 au tout début des années 2010, après la crise de 2007-2008, et ça avait permis au régime de redistribuer massivement. À partir de 2012-2013, le pétrole s'effondre, et là, le régime se retrouve dans une situation sociale catastrophique, et on voit le régime perdre des élections législatives, où l'opposition va gagner l'élection législative 2 ans après la mort de Chavez, et donc créer une situation quasiment de double pouvoir. La réponse de Maduro et du régime n'est pas une réponse de négociation. Ils vont faire élire une nouvelle assemblée, qu'ils vont appeler l'Assemblée constituante, qui de facto prend l'essentiel des pouvoirs et marginalise complètement l'Assemblée nationale élue démocratiquement un peu auparavant et gagnée par l'opposition. C'est ça le point de départ et c'est ça l'origine de la crise. Donc pour nous, je pense qu'il faut à la fois comprendre le pourquoi, le mécanisme de ce qui s'est passé pendant ces quasi 20 ans, comprendre également que c'est un régime qui, certes, s'il a apporté des bénéfices sociaux, parce qu'il a donné de l'argent pour les dispensaires, pour les écoles, etc., n'a en rien changé le modèle économique. Le Venezuela a été dépendant du pétrole quasiment pendant le dernier demi-siècle du XXe siècle. Il l'est toujours malheureusement, et on a aujourd'hui un gouvernement qui est tellement dépendant du pétrole qu'il n'est pas capable de sortir de la crise dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, avec un appareil productif qui s'effondre au point que l'extraction du pétrole représente aujourd'hui la moitié de ce qu'elle était en 2000 quand Hugo Chavez arrive au pouvoir.